chef, les travailleurs du centre jeunesse occuperont le foyer de groupe jusqu'aux élections. Et les candidats péquistes critiquent l'intégrité du Parti libéral. Bienvenue au Webjournal. Bonsoir, ici Vicky Lefebvre et je vous souhaite la bienvenue à ce Webjournal du lundi 24 mars 2014. Sans réponse du gouvernement à leur proposition pour maintenir l'ouverture du foyer de groupe à Roberval, la Fédération de la santé et des services sociaux et le syndicat des travailleurs et travailleuses du centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean maintiendront la pression. Les représentants en ont fait l'annonce ce matin en conférence de presse. Alors, Sabrina Malaison, les syndiqués supportent la position de leur porte-parole? Oui, effectivement, c'est une trentaine de personnes qui étaient réunies ce matin afin de savoir ce qu'il adviendra du foyer de groupe à Roberval. Je vous laisse entendre mon reportage. Il ne faut pas abandonner les enfants qui ont été déjà abandonnés par leurs parents et bien d'autres adultes autour d'eux. Ni le froid, ni même le vent glacial présent ce matin n'auront réussi à refroidir les ardeurs des représentants de la Fédération de la santé et des services sociaux et du syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre jeunesse Saguenay-Lac-Saint-Jean. Durant la conférence qui se tenait à l'extérieur du foyer de groupe ce matin, ils ont fait valoir l'importance de maintenir de tels services. Ça peut devenir des travailleurs sociaux, ça peut devenir également des enseignants. Tout le monde a le droit à une chance. La société, on est des services pour permettre à des jeunes d'avoir une chance, d'être capables de continuer dans la vie. J'ai des parents qui nous contactent également pour nous dire de continuer à mener cette lutte-là parce que des services à la protection de la jeunesse, ils en ont besoin. On fait une différence dans la vie de ces enfants-là. Si le Centre jeunesse, en réponse aux compressions budgétaires, maintient la fermeture du foyer de groupe à Roberval, il n'y aura plus de services spécialisés en hébergement et réadaptation des jeunes de 6 à 13 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes la seule région du Québec qui n'aura plus de foyer de groupe pour les jeunes. C'est inacceptable de traiter nos enfants les plus vulnérables de cette façon-là. Interpellés sur le sujet, seulement 2 partis ont signifié la volonté de réouvrir le foyer advenant leur victoire aux élections. On a déjà eu des indications du Parti libéral via M. Couillard, puis on a déjà eu des indications de Québec solidaire que si eux autres ils forment le prochain gouvernement, le foyer de groupe va réouvrir. Le PQ attend quoi? Les employés seront disponibles sur place afin de répondre aux questions de la population des citoyens de Roberval jusqu'aux prochaines élections. Sabrina Malaison, ATN Nouvelles, Roberval. La rivière Saguenay est finalement libérée de ses glaces jusqu'à la hauteur de Saint-Fulgence. Le brise-glace Amundsen a terminé en fin de semaine le déglaçage printanier entre Tadoussac et Saguenay. L'opération était en cours depuis le 11 mars. Le candidat indépendant dans Chicoutimi et conseiller municipal Mark Peterson persiste. Le gouvernement péquiste tarde à envoyer les critères pour le programme de transfert de la taxe fédérale sur l'essence. Cet argent permet aux municipalités de réaliser leurs travaux d'aqueduc et la réfection des rues. Roby Saint-Gelais, que reproche exactement Mark Peterson au gouvernement? En fait, Mark Peterson reproche au ministre des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, d'être lent dans le programme de transfert de la taxe fédérale sur l'essence. Bref, le programme a été enclenché l'an dernier pour la période s'étalant de 2014 à 2018, mais encore aucun critère n'a été envoyé aux municipalités du Québec, alors que ça devait être le cas pour maximum le mois de novembre. Donc, Mark Peterson déplore cette façon de faire et cette lenteur dans ce dossier. Et il rappelle que donc ce sont toutes les municipalités du Québec qui sont affectées présentement par le non-versement de cette taxe par le gouvernement du Québec. Et pour sa part, le ministre des Affaires municipales, Sylvain Gaudreault, renvoie la balle au gouvernement fédéral? Exactement. Là. Sylvain Gaudreault, accuse carrément le gouvernement fédéral. En fait, n'accuse pas, mais explique que c'est vraiment en raison du gouvernement fédéral que le programme n'a pas avancé du côté du Québec. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Alors, on est toujours en attente des critères du gouvernement fédéral pour ça, mais nous, on est prêt à aller de l'avant. Je suis très, très conscient que ça presse dans le milieu municipal. Mais à un moment donné, je veux dire, on est plusieurs partenaires là-dedans, puis il y en a un qui tarde, c'est le gouvernement fédéral. Quelles seront les conséquences de l'absence de taxes? En fait, sans argent, évidemment, pas de travaux. Mark Peterson souligne que, évidemment, la Ville a déjà de l'argent prévu pour la réfection de l'aqueduc et des rues,
mais que sans l'argent du programme de transfert de la taxe sur l'essence, la taxe fédérale sur l'essence, ça va être difficile de faire des travaux majeurs parce qu'on va à un moment donné manquer d'argent pour arriver à ses fins. Et évidemment, il va commencer à être tard parce que la Ville, évidemment, doit envoyer les endroits qu'elle veut, dont le programme passe sur cette loi. Et ça devient difficile parce que, bon, évidemment, il faut qu'il y ait les appels d'offres avec les contracteurs. Et ça nous mettrait au final jusqu'au mois d'octobre si rien ne bouge rapidement, ce qui serait trop tard selon Peterson. Et il dit, bon, tout simplement, on va en présenter plus l'an prochain pour que le gouvernement et les villes puissent obtenir leur part du gâteau comme le reste du Canada. D'ailleurs, je vous laisse l'entendre à ce sujet. Le critère étant pas donné, la part du Québec, cette année, va être reportée à l'autre année. Donc, cette année, on ne pourra pas de travaux. C'est qu'on va se trouver à avoir toujours un an de retard dans nos travaux. Puis, dans le contexte, nos systèmes d'académiques et d'égouts sont assez vieillissants, là. Ça peut être catastrophique, là. Et le candidat accuse aussi le PQ de mettre ses intérêts à l'avant-plan dans ce dossier? Oui, exactement. Marc Peterson, qui, rappelons-le, est candidat indépendant dans Chicoutimi, accuse le Parti québécois de jouer un peu la carte de la partisanerie, étant donné que c'est un gouvernement souverainiste. Bon, il mentionne que c'est parfois difficile pour le Parti québécois de collaborer avec le gouvernement fédéral, et c'est peut-être un peu pour ça que c'est plutôt lent dans ce dossier. Alors, je vous laisse l'entendre à ce sujet également. Il y a un problème aussi de gouvernement. C'est un gouvernement souverainiste, là. Collaborer avec le fédéral, c'est pas usuel pour eux autres, là. Ouais. C'est que si tu collabores avec le fédéral, ben, c'est montrer dans le fond que le fédéralisme, ça pourrait être rentable. Merci, Roby. Au revoir. Dans le cadre du mois de la prévention à la fraude, la Sûreté du Québec lance pour la première fois la semaine du déchiquetage. L'objectif est de sensibiliser les gens au vol d'identité. Marie Chabot-Johnson, quelles activités ont été organisées par la Sûreté? En fait, dans tous les postes de police de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chapelet et Chibougamau, par exemple, à l'exception de celui sur la rue des Roitelets à Chicoutimi, tous les citoyens peuvent venir porter des documents confidentiels pour se faire déchiqueter. Donc, on parle d'un maximum de 5 boîtes. Ils peuvent l'apporter tous les jours de semaine entre 8h et 16h30. Mais justement, je me suis entretenue avec la sergente coordonnatrice des relations communautaires, Hélène Netton, qui m'expliquait qu'est-ce qui était considéré comme un document confidentiel. On veut sensibiliser les gens à faire très attention à leurs informations personnelles. On les invite à venir déchiqueter, entre autres, leurs vieux rapports d'impôts, des reçus, des chèques, des paiements préautorisés. Normalement, on doit conserver nos rapports d'impôts. Combien de temps on devrait attendre avant de les déchiqueter? Mais en fait, c'est un peu dur à dire quel document confidentiel est-ce qu'on déchique ou pas. Les rapports d'impôts, on sait qu'on doit les conserver à peu près 7 ans, même un peu plus. Mais quand on parle de transactions bancaires, de relevés de comptes de crédit, par exemple, c'est presque automatique. Mais ça reste aux citoyens à juger quels documents ils vont déchiqueter et quels ils vont conserver. Et pourquoi c'est important de détruire ces documents? Mais en fait, ces documents-là contiennent une panoplie d'informations personnelles qui peuvent être utilisées en fraude et en vol d'identité. Donc, j'ai pensé un peu au fameux appel qui nous offre une croisière dans les Bahamas, que à peu près tout le monde a reçu, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça y croire. Et en fait, ils donnent des informations à ces gens-là qui, après ça, peuvent les utiliser à plein de fins. Je voulais justement réentendre Mme Netton à ce sujet. Tenir du crédit, par exemple, à votre place. Ils pourraient faire des achats à votre place. On sait qu'il y a des gens qui vont donner leur numéro de carte de crédit, leur numéro d'assurance sociale, leur date de naissance. Avec tous ces renseignements-là, ils pourraient même ouvrir un compte de banque. Y a-t-il d'autres activités dans le cadre du mois de la prévention de la fraude? Oui, en fait, la Sûreté du Québec a aussi visé les personnes âgées. Sont plus seules, donc ils disaient que c'était plus vulnérables à la fraude. Donc, il était important d'aller les sensibiliser. Les résidents de personnes âgées ont aussi accès à une déchiqueteuse personnelle. Et les commerçants sont allés les voir pour leur donner des formations pour dénicher quels étaient des faux billets, des vrais billets de 20 et de 50 $. Merci, Marie. Ça fait plaisir. Plusieurs partis marginaux, comme les partis des sans-partis, le Parti nul et le Parti conservateur du Québec, font leur apparition au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Malgré leur manque de visibilité, ils espèrent tous créer la surprise le 7 avril prochain. Les thèmes des infrastructures routières et municipales, de la mise en valeur du territoire et de développement social ont été abordés lors de la deuxième partie de la plateforme de l'équipe régionale du Parti québécois. Stéphane Bédard, Jean-Marie Claveau, Alexandre Cloutier, Sylvain Gaudreau et Denis Trottier ont également parlé d'intégrité tout en critiquant le travail du Parti libéral. Un reportage de Cassandre Forcier-Martin. Le premier mot d'ordre de la rencontre organisée lors de la deuxième partie de la plateforme régionale de l'équipe du Parti québécois a été l'intégrité. Stéphane Bédard, Jean-Marie Claveau, Alexandre Cloutier, Sylvain Gaudreau et Denis Trottier ont valorisé le travail d'équipe. On est le seul à avoir effectivement une plateforme régionale parce qu'on pense que l'action, elle est régionale. Oui, par contre, on a chacun nos engagements,
mais je pense que l'action commune est plus forte encore. La spéculation sur les terres agricoles est également un point important du rassemblement. Valoriser le domaine agricole, soutenir les jeunes agriculteurs et s'assurer que l'accord du libre-échange soit fait avec engagement et respect sont les points apportés par l'équipe régionale du Parti québécois. Pour nous, Parti québécois, c'est clair que les terres agricoles doivent appartenir aux agriculteurs, doivent appartenir aux familles, doivent appartenir à ceux et celles qui habitent le territoire et non pas à des grandes institutions financières, à des banquiers ou à des groupes qui, leur fin essentiellement, c'est de diversifier leur portefeuille. Les infrastructures municipales et routières sont également des éléments mis de l'avant lors du rassemblement. Poursuivre l'autoroute 70 jusqu'à la baie, améliorer la sécurité du pont du Buc et s'assurer qu'une augmentation des sommes allant à la voirie locale soit donnée, voilà les projets que l'équipe régionale présente pour le prochain mandat. Les 5 hommes ont également profité de l'occasion pour critiquer le travail du Parti libéral. Le pire bilan qu'on a vu du gouvernement libéral, c'est en matière de forêt. C'est la région qui y a goûté le plus, c'est la nôtre. Alors, quand je les entends nous annoncer un poste de ministre, quand on a perdu 30 000, bien, il en reste encore 29 999 à compenser. Aujourd'hui, il était question des infrastructures routières, du développement social et de la mise en valeur du territoire. Demain aura lieu le débat culturel qui débutera à 18h30 au Café du Presbytère à Chicoutimi. Cassandre Forcier-Martin, ATM Nouvelles, La Baie. Ici Andréane Larouche, je me joins à vous pour les informations culturelles et sportives. Prendre le temps de bien se reposer est le secret du succès lorsqu'on produit 2 spectacles s'adressant à 2 publics différents. C'est ce qu'a confié l'imitatrice chanteuse Véronique Dicker à ma collègue Roxane Nadeau en ce qui concerne ses tournées québécoises et américaines. Voici l'entrevue. Bonjour Véronique Dicker. Bonjour. Donc là, vous avez 2 spectacles avec 2 publics différents, puis ça dans une courte période parce que vous partez pour Las Vegas dans quoi, 1 mois environ? Je pars à Las Vegas dans quelques semaines pour recommencer le spectacle à la fin du mois. Je suis ici au Saguenay pour 3 spectacles que je fais à la baie. Au fameux gros centre. Là, au théâtre du Palais municipal. Exactement, merci beaucoup. Et puis, je suis super contente parce que j'étais venue en 2009 et j'ai adoré mon passage. Et là, de faire 3 soirs devant autant de gens, c'est quand même assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire entre ce spectacle que vous présentez ici, puis porte au Québec, puis celui à Vegas? C'est une très bonne question, oui, parce que, bon, premièrement, il y a la langue qui n'est pas pareille. Je dois parler en français, bien évidemment. Et au niveau des chanteuses, le choix des chanteuses, c'est très important de choisir un répertoire adéquat pour le public qu'on visite. Donc, pour le Québec, bien évidemment, j'ai rajouté des chanteuses comme Céline Dion, Ginette Renault. J'ai rajouté aussi des chanteuses comme Valérie Carpentier, Brigitte Boisjoli. Donc, adapter son spectacle pour le Québec, c'est super important. Je dirais que le spectacle que je fais a été conçu à 75 % de matériel original pour cette tournée-ci. Puis au niveau peut-être de vos danseurs, est-ce qu'ils vous suivent aussi dans les deux tournées? J'ai 6 danseuses qui m'accompagnent, effectivement. Et puis, écoutez, j'ai 4 danseuses de Las Vegas qui nous ont supplié à genoux pour venir faire la tournée au Québec parce qu'ils voulaient voir c'était quoi l'hiver. Je pense qu'ils ont été très gâtés. Je pense que oui. Et puis, et de là, on a rajouté 2 autres danseuses québécoises. Et puis, c'est des danseuses qui m'accompagnent partout pour ma tournée au Québec. Puis, vous avez environ 60 imitations en 2 heures de spectacle. C'est quoi le secret pour garder toute l'énergie durant tout ce 2 heures-là? Oh mon Dieu, c'est un entraînement vocal, c'est des cours de chant que je prends encore avec un professeur de chant, c'est le sommeil, c'est le plus important, de dormir longtemps. C'est ce qui est le plus récupérateur pour moi. Et puis, d'être entouré d'une belle équipe qui fait en sorte qu'on est bien, ça, c'est super important. Puis est-ce qu'il y a des voix que vous n'avez pas encore faites que vous voudriez peut-être ajouter dans un futur spectacle? Bien, j'ai l'oreille tendue sur la nouvelle chanteuse Miley Cyrus. Parce que j'attends avant de l'intégrer dans mon spectacle parce que je me demande, est-ce qu'elle est connue de tous? Parce que les gens qui viennent voir mon spectacle, ce sont des gens de 7 à 77 ans. Donc, je dois m'assurer que
toutes les chanteuses que je choisis soient du moins connues d'un grand public. Donc, Miley Cyrus, là, je tends l'oreille. Puis aussi, vous avez, en fait, toutes vos imitations, c'est des femmes. Est-ce que vous avez peut-être pensé à adapter une imitation de voix d'homme, peut-être Michael Jackson, je ne sais pas? Bien, c'est une bonne idée. J'ai déjà essayé Mika. Okay. Et puis, je trouvais qu'on entendait beaucoup la voix de fond, de fille. Ça me dérangeait. Donc, j'ai décidé de laisser de côté. Puis, je pense que ma force, c'est vraiment les chanteuses. Mais j'imite un garçon dans mon spectacle qui a fait la voix, qui est Étienne Cousineau. C'est une bande de punch, là, mais c'est le seul homme que j'imite parce que je trouve que c'est difficile. Puis, quand c'est pas à la perfection, ça me dérange. Puis, je me dis, ah non, je vais laisser tomber. Puis, je vais me concentrer sur les chanteuses féminines, bien évidemment. Puis vous parliez tantôt des différences entre les imitations entre ici et à Vegas, mais est-ce qu'il y a des voix de Vegas que vous ne faites pas dans votre tournée au Québec? Oui, je fais pas... vous êtes trop jeune pour connaître Karen Carpenter, mais c'est une chanteuse que je fais aux États-Unis, que je fais pas ici parce que le public, c'est comment je pourrais dire, ça fait plus partie du répertoire anglophone qui est peut-être moins connu ici. Et même chose pour quand je vais en France ou à Las Vegas. Il y a des chanteuses que je peux pas amener avec moi. Comme par exemple, là-bas, je fais Olivia Ruiz, qu'on connaît pas ici, qu'on connaît peut-être si on est... si on connaît très, très bien la musique française, mais sinon, on la connaît pas. Donc, c'est sûr que cette chanteuse-là, je vais la laisser en France. Puis même chose pour Marie-Hélène Thibert ou Marie-Chantal Toupin. Elles ne sont pas connues en France. Donc, il y a des choix comme ça déchirants, des fois, qu'on doit faire pour dire, bien, coudonc, elles ne sont pas connues, donc on doit les garder en banque pour certains marchés. Puis côté humour, aussi, vous avez décidé de choisir des chansons de paroles humoristiques comme La Petite Grenouille, superposées sur une musique de soul d'Isabelle Boulay. D'où vient cette idée-là? Ça, c'est une idée de Marc Dupré qui a eu cette idée-là pour le festival Juste pour rire. On était... on faisait un numéro dans ce festival-là et puis Marc est arrivé avec cette idée-là. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. Puis... étant donné que je l'avais fait juste une fois, tu sais, dans un festival, on passe, on fait 2 soirs et puis hop, c'est fini. Donc, j'ai décidé de récupérer ces chansons-là pour les mettre dans mon spectacle. Et c'est un moment qu'on rit beaucoup avec le public. Oui, bien, c'est ça, j'en ai entendu parler. C'est une très bonne idée. Ouais. C'est vraiment, les gens adorent ça. Puis, est-ce qu'il y a un côté humour aussi à votre spectacle à Las Vegas de Véronique Voices? Oui, il y a un petit côté humour, mais moins exploité qu'ici. Ici, ce qui est le fun, c'est que c'est ma langue maternelle. Je parle en chez nous. Donc, pour moi, il y a un côté un petit peu plus facile et relax quand je m'adresse aux gens. Je me sens plus à l'aise. Tandis que quand je suis dans une langue qui n'est pas nécessairement ma langue maternelle, en anglais, c'est sûr que d'improviser ou de faire des petites jokes en anglais, il faut que je sois bien à l'aise. Mais là, je commence à être plus à l'aise et à me permettre d'être un petit peu plus clown à Las Vegas. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Mon clown anglais s'en vient. Puis en terminant, il y a une petite fille de 8 ans de Las Vegas Alessandra, pour un de ses projets, je pense Boys and Girls Club, a décidé de vous imiter. Je pense qu'on peut voir la photo. Comment vous trouvez ça qu'une petite fille comme ça vous imite, puis c'est une Américaine, en plus, c'est pas une Québécoise? Je trouve ça extraordinaire. C'est un beau projet d'un photographe en collaboration justement avec le Boys and Girls Club de Las Vegas qui ont décidé de prendre des enfants pour imiter en fait les grands, les artistes de la strip qui sont à Las Vegas et qui font des spectacles comme Chris Angel, le magicien. Oui. Ils ont pris un jeune homme, je pense qu'il est au-dessus de la piscine et puis il flotte dans les airs. Et puis pour ma part, bien, cette jeune fille-là devant le miroir, devant une photo que j'avais prise pour ce magazine-là, je trouve ça extraordinaire. Ça peut ressembler à ce que moi,
j'étais quand j'étais plus jeune, parce que je chantais devant le miroir, comme toutes les petites chanteuses. On chante devant le miroir avec nos brosses. Donc, je pense que c'est une très, très belle initiative. Donc, on se rappelle qu'on peut vous voir ce soir encore pour une dernière fois au Théâtre du Palais municipal à la baie. Je crois qu'il reste encore quelques billets. Il reste quelques billets. Il faut que les gens appellent parce qu'il y a des fois, il y a 2-3 sièges qui sont libres. Fait que vous avez encore la chance d'assister à ce super spectacle. Merci beaucoup, Véronique. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Le maire de Saint-David-de-Falardeau, Serge Gauthier, envisage de faire du Daytona à neige un festival d'une fin de semaine complète dès l'an prochain. Ariane Fizet-Mijour, pourquoi avoir décidé d'étendre ce festival sur 3 jours? C'est à la suite du succès du Daytona à neige depuis 5 ans, qui réunit depuis 5 ans justement les amateurs de courses de motoneige, que le maire de Saint-David-de-Falardeau a décidé d'étendre le festival sur 3 jours, donc du vendredi au dimanche. Il a également évoqué la possibilité, il a également mentionné le fait que les amateurs justement de courses et les visiteurs ainsi que les coureurs ne peuvent pas nécessairement profiter de la région et de la ville en une seule journée. Puis, j'imagine qu'il va y avoir d'autres activités qui vont s'ajouter à cette programmation-là? Oui. D'ailleurs, on peut écouter le maire à ce sujet. Au fond, c'est économique et touristique, mais c'est aussi, regardez, Falardeau, actuellement, nous sommes à côté des Monts-Valin. On a la nature, c'est la neige. Et puis, il faut profiter un peu de tout ça pour emmener des gens chez nous qui vont nous permettre de passer un week-end chez nous, de mieux connaître Falardeau. Je regardais en fin de semaine, là, lorsque je suis allé, il y avait probablement le 2 tiers des personnes qui étaient là qui venaient de l'extérieur de Saint-David-de-Falardeau. Donc, c'est bon, les gens qui sont venus à Snowmobile sont venus, il y en a qui sont venus de Québec, il y en a qui sont venus de Nouveau-Brunswick, il y en a qui sont venus de Montréal, qui ont connu un peu, parce qu'il y a eu une randonnée qui était faite jusqu'au Valinois, qui ont connu un peu notre villégiature à l'intérieur de cette randonnée-là. Et puis, les gens disaient que c'est absolument incroyable, la nature. Donc, on disait qu'il va y avoir des nouvelles activités? Oui, exactement. Donc, on parlait peut-être de nouvelles courses, de faire peut-être un brunch familial, des repas, des activités qui vont pouvoir rassembler tout le monde et ainsi également générer des profits au festival parce que c'est un festival qui attire beaucoup de gens. Donc, le maire considère que le fait de l'étendre sur 3 jours, ça permettrait justement d'inviter la population à ce que ça vaille la peine pour eux de venir sur une période plus longue. D'ailleurs, également, il compte en discuter avec les organisateurs puisque le projet est seulement embryonnaire pour le moment. Alors, il compte faire un post-mortem et établir ce qui serait justement profitable pour le festival et la ville. Bien, merci beaucoup, Ariane. Merci. L'étudiant du cégep de Jonquière et gagnant de la finale locale de Cégep en spectacle, Christophe Marianne, est reparti avec les honneurs cette fin de semaine lors de la finale régionale de l'Est. Le rappeur représentera la région lors de la finale nationale le 26 avril à Joliette. Les Saguenayens de Chicoutimi poursuivent leur préparation en vue du 3e match de leur série contre l'Océanique. Les Bleus tirent de l'arrière 2-0 après les affrontements à Rimouski. Maxime Tousignan, la série se transporte à Chicoutimi pour les rencontres 3 et 4. En effet, les Saguenayens miseront sur ce retour devant leurs partisans pour tenter de signer une première victoire dans cette série, compteront également sur l'appui de la foule pour renverser la vapeur. Les Saguenayens de Chicoutimi ont encaissé des revers de 5-3 et 6-1 pour amorcer leur série 8e de finale dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Selon l'entraîneur-chef Patrice Bosch, les unités spéciales ont bien fait au cours de la fin de semaine avec 4 buts en avantage numérique. Quelques ajustements doivent être cependant apportés à forces égales en vue du 3e affrontement. Je pense qu'il faut qu'on soit plus opportuniste. 5 contre 5, trouver des façons de marquer des buts à 5 contre 5, ça peut faire la différence. Puis un petit peu plus discipliné. Tu sais, là, je pense que la ligne est mince entre l'émotion et être indiscipliné. C'est pas vraiment de l'indiscipline. Les gars sont émotifs, mais il va falloir faire attention à ça aussi. La nervosité s'est aussi fait ressentir du côté des Saguenayens lors des 2 premiers matchs. Patrice Bosch compte 9 recrues dans son alignement qui en étaient à leur premier coup de patin en éliminatoire. Une situation que les vétérans de l'équipe ont pris en charge. C'est sûr qu'avant le premier match, j'étais stressé un peu. On s'en apercevait, mais je pense que ça, c'est un peu ma job, la job des coachs, la job des autres vétérans de les calmer un peu. Je pense qu'on fait une bonne job là-dessus, puis les jeunes sont bons. Les joueurs des Saguenayens ressentent tout de même des papillons dans leur estomac à l'aube du 3e match de leur série disputée devant leurs partisans. Le retour à la maison se veut salutaire pour l'entraîneur-chef alors qu'il considère que ses joueurs se sont bien débrouillés au cours de la saison régulière au centre Georges Vézina.
Il espère que ses joueurs pourront transmettre l'énergie provenant des partisans dans les estrades sur la patinoire. Je dirais qu'en général, on joue bien à la maison. On joue très bien, puis je sais que les partisans, les gens, ils ont hâte de nous voir jouer à la maison en séries éliminatoires. T'sais. On a une équipe jeune qui travaille, puis quand on a une bonne émotion positive là, des gens, ben ça paraît, ça se transmet sur la glace. Fait que j'avais un peu hâte qu'on vienne à la maison. Les Saguenayens tenteront de mettre fin à une série de 4 défaites consécutives à domicile lors des éliminatoires demain soir sur la patinoire centre Georges Vézina. La rencontre débutera dès 19h. Maxime Tousignan, ATM Nouvelles, Saguenay. Les Janois du Collège d'Alma se sont qualifiés hier pour les championnats provinciaux de basketball collégial. L'équipe championne de la conférence Nord-Est a obtenu son droit d'y participer en battant les Dynamiques du cégep de Sainte-Foy par la marque de 76-52. Les Janois n'ont toujours pas perdu en 21 matchs. L'hiver persiste de sorte qu'il y a du mécontentement de la part des citoyens. Nathan Mailloux-Brochu, le froid limite-t-il la population dans la vie de tous les jours? La population affirme en fait que leurs habitudes de vie ne sont pas nécessairement perturbées. Par contre, pour la plupart, l'hiver se fait vraiment long. On veut vraiment voir le printemps le plus tôt possible. Je vous laisse entendre mes 3 intervenants à ce sujet. Ben oui, dans un sens qu'on peut moins faire d'activités en plein air, surtout la marche. Là, quand il fait moins 30, ben, c'est plus difficile parce que pour les engelures là, au niveau du visage. Là. L'hiver, en ce moment, on aura le bol. On a assez de l'hiver, là. On peut en reprendre. l'hiver. Est-ce que ça perturbe un peu vos habitudes de vie présentement? Ben, c'est sûr, là. On ne fait pas ce qu'on devrait faire en temps normal, là. On s'amuse dehors, mais on ne peut pas. L'hiver qui perdure et tout, est-ce que ça te pose problème? Est-ce que ça te frustre? À part de mon auto qui ne décolle pas, lui, là. À part la voiture, ça... Ben, ça me dérange pas, parce que moi, je suis un amateur de motoneige, fait que j'aime bien l'hiver. Ça me dérange pas qu'il y ait encore 50 cm. Là. À la météo, Nadia Lemieux, comme on vient d'en parler, le printemps se fait encore attendre. Il va en effet falloir attendre encore un peu avant de ranger nos mitaines et nos tucs, du moins jusqu'à demain où la température ressentie en avant-midi sera de moins 20 degrés Celsius. Ça va toutefois se réchauffer en après-midi avec moins 5 degrés Celsius sous un ciel ensoleillé, et ce pour tout le reste de la semaine. Et du côté du lac Saint-Jean, c'est moins 16 degrés ce soir, mais demain, ça va monter jusqu'à moins 5 degrés Celsius et les températures devraient se stabiliser dans la région autour de 0 degrés vendredi. C'est avec beaucoup d'émotion que nous concluons ce dernier web journal. Au nom de toute l'équipe, un énorme merci de nous avoir suivis tout au long de la session. Au revoir.